Il y a un mot qu'on entend souvent en trail et en ultra, c'est résilience. Si on regarde sa définition, c'est en résumé la capacité à résister au choc, à se construire, à avancer malgré des conditions difficiles, ou encore la capacité à retrouver l'équilibre après des perturbations. Et en fait, ce mot, je l'aime pas trop. Je l'ai jamais utilisé dans le podcast avec personne, sûrement parce que je trouve qu'on l'emploie beaucoup trop, à mon avis, ou un peu trop facilement. Mais pour parler du parcours de Marion Delépierre, en tout cas celui sur lequel elle avance depuis fin juin 2024, je trouve que ce terme, il peut être utilisé. Et je pense pouvoir dire sans sourciller que cette athlète, au palmarès remarquable, a fait preuve de résilience. Entre une reprise postpartum moins facile qu'espérée et des blessures, cette période, que Marion racontera bien mieux que moi dans cet épisode, a été jalonnée d'épreuves qui, je crois, auraient pu faire baisser les bras à de nombreuses personnes. Et pourtant, elle est là, Marion. J'enregistre cette introduction juste avant les mondiaux de trail 2025, c'est-à-dire juste avant qu'elle prenne le départ sur le format long pour à nouveau représenter la France et honorer ce maillot. Mais j'enregistre surtout après un retour à la normale pour elle. En tout cas, il me semble, puisque depuis avril 2025, elle arbore quand même 3 victoires et une 3e place sur le 80 km du Lavaredo-Bayou-Tembe qui était relevé. Le tout avec des cotes aussi prestigieuses, voire meilleures qu'avant cette phase semée d'embûches. Alors tous les jours de cette période n'ont pas forcément été au beau fixe et Marion a évidemment vécu des moments plus compliqués que d'autres. Mais avec son amour du sport, de la montagne, de la compétition et du trail, elle a tout donné pour revenir. Et c'est une des innombrables raisons qui m'ont amené à vouloir discuter avec elle. Je dis innombrables parce que quand une athlète démontre par exemple une carrière longue de presque 15 ans maintenant, une constance dans le haut niveau et en plus un parcours de médecin du sport qui lui donne un certain recul sur la pratique, j'aime autant vous dire que j'avais beaucoup de questions à lui poser. Donc on s'est retrouvés dans son cabinet pendant sa phase d'affûtage pour échanger quelques mots au milieu de sa réalité, en plein dans son quotidien mouvementé. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le podcast de trail qui vous aide à progresser avec des conseils fiables basés sur la science. Mais aujourd'hui, je vous propose qu'on mette de côté les études pour discuter avec une athlète qui m'inspire beaucoup, Marion Delépierre. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast et qui rend la réalisation de cet épisode possible. Suunto, c'est les montres qui m'accompagnent dans mes entraînements et mes compétitions, avec des outils comme leur nouveau score de récupération, disponible sur la Race 2 par exemple, qui combine différentes mesures pour vous donner une indication globale de celle-ci. Allez, place à mon échange avec Marion. Salut Marion, comment ça va ? Salut Cyril, ça va très bien. Je commençais encore une fois en live, cette fois par te remercier d'avoir trouvé du temps pour cet échange. Je suis très content qu'on ait le temps d'échanger, toi et moi. J'ai lu en préparant notre interview, il n'y a pas très longtemps, là, que dans une interview, tu disais que tu aimes les journées au seuil. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça en ce moment. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans l'épisode. Est-ce que tu peux commencer par te présenter aux auditeurs et auditrices qui éventuellement ne te connaîtraient pas ? Oui, donc Marion Delépierre, je suis lyonnaise, j'habite Lyon. Je partage mon activité entre mon cabinet de médecine du sport dans le 6e et également dans le 9e à Lyon. Et puis à côté, je suis traileuse pour la team On Running, plutôt sur des formats longs que j'affectionne, donc à partir de 80 km et jusqu'aux 100 miles. Donc voilà, je partage ma vie entre ces deux activités. C'est vrai que le côté médical est quand même prédominant, mais voilà, j'ai aussi la grosse partie trail à côté, on va dire que ça m'occupe pas mal. Et pour les auditeurs qui nous écouteraient uniquement, on est actuellement dans ton cabinet. Oui. Donc je suis en plein cœur de ton activité professionnelle, voilà. Entre quelques patients. Exactement. Est-ce que tu as une autre passion que le trail avant qu'on plonge dans l'univers sportif ? Quelque chose d'autre qui fait vibrer autre que la course à pied et la montagne ? J'aime beaucoup le yoga aussi. Globalement, j'aime beaucoup le sport. La course à pied, c'est sûr que c'est celui que je pratique le plus, mais j'aime beaucoup le sport, l'actu sportive. Enfin, j'aime suivre ce qui se passe dans les autres sports. Donc, globalement, on va dire le sport en général. Et puis j'aime beaucoup le yoga. Je me suis formée au yoga. J'ai initié ma pratique à La Réunion quand j'y étais à l'époque en 2016-2017. Et puis, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup faire. Après, la lecture, tout ça, mais voilà, depuis que j'ai un petit bout à la maison, j'ai quand même moins le temps de pratiquer ce genre d'activité, mais voilà, globalement, c'est ça mes passions. Tu fais la transition avec les 3 questions que je pose à chaque invité pour compléter un petit peu le portrait humain avant d'entrer dans le portrait sportif. Quel est ton livre préféré aujourd'hui, si t'en retiens un seul ?
C'est dur parce que préférer, ça veut dire que tu peux le relire. J'ai jamais relu un livre. En ce moment, je lis Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, que j'aime beaucoup. C'est la vie d'un architecte italien, d'un sculpteur italien. Voilà, mais j'ai pas un livre phare. J'aime lire, mais voilà. Ok. Est-ce que tu as un film préféré? J'aime beaucoup Armageddon. Et ça semble beaucoup moins à l'eau de rose. Ça sonne moins à l'eau de rose que le livre que tu viens de citer, j'ai l'impression, mais. C'est pas un livre à l'eau de rose. Ah, ok, j'ai mal compris peut-être. Non, c'est la vie d'un sculpteur, voilà, mais ça a pas, même si le titre Veiller sur elle, voilà, c'est le dernier concours de 2024. Et Armageddon, j'adore. Je l'ai vu plein de fois, ce film. Voilà. Et une musique préférée ou un artiste? Imagine Dragon. Je les ai vus en concert au Groupama cette année. J'ai adoré et c'est un groupe j'adore. Musique à l'effort ou pas trop? Musique à l'effort, podcast aussi beaucoup quand même. Ouais. Je partage entre les deux, podcast et musique. Super. Je te propose une petite présentation de la sportive que tu es, que j'essaie de résumer, et tu seras libre de compléter, amender, corriger ce que je peux dire. T'es de la team On Running, tu l'as dit. J'ai pas trouvé depuis quand. Ça fait combien d'années que tu cours avec On? Depuis 2018. J'étais ambassadrice au début. Voilà, c'était Manu Feudon qui m'avait fait tester les chaussures à l'époque. Je pense même, fin 2017, début 2018. Et puis après, je suis rentrée dans le Team France, puis après le Team International. Donc voilà, ouais. Tu es accompagné également par Meltonic et Jules Beau. Tu es entraîné par Patrick Binger et par Quentin Giacomazzo pour ta préparation physique. Tu as une cote ITRA 782 et tes meilleures performances semblent être aujourd'hui sur des formats qui sont entre 50 et 100K, même si tu as dit affectionner plus. En tout cas, j'ai l'impression qu'on t'a plus vu sur des formats de ces distances-là et c'est actuellement ce que tu prépares également, puisqu'on échange là dans préparation des mondiaux qui sera à 80 et quelques sur lesquels on revient après. Alors, tu as plein de résultats notables, il a fallu que je choisisse. On peut commencer par le fait que tu as été champion du monde de trail en 2023 à Innsbruck, double championne du monde de trail, en solo et en équipe. Tu as une première course référencée en 2013, le trail La Belle Allure, à 45 km dont tu finis 5e. Depuis, tu as cumulé 18 victoires, comme la Maxi Race 2019, le trail des Passerelles du Monténard 2021. Je sais pas pourquoi je l'ai sélectionné, peut-être parce que j'adore les courses autour de Grenoble. Je suis peut-être biaisé, parce que je suis pas sûr que beaucoup de monde connaisse, mais c'est pas grave. Le Mute 2021, le 30 km de l'UTHG en 2022, et après, tu as eu une période sans dossard, on va aussi en reparler. Et récemment, tu as fait première à la 40 de la VVX, 3e au Lavaredo, première au Meribel Trail. Et j'ai aussi noté 2 résultats qui me semblent importants. 2e à la Diag 2019, ce qui me semble pas être rien, et 4e à l'UTMB 2021, ce qui est pas rien non plus. Est-ce que dans cette histoire, j'ai oublié un résultat notable, important, que toi tu veux souligner? Non, écoute, c'est à peu près bien résumé. Il y a peut-être le 90 du Mont Blanc où j'avais fait 3e en 2018, qui pour moi a un peu marqué le début de ma construction du trail, parce qu'avant j'étais pas du tout entraînée, enfin j'avais pas de coach, c'était pas je m'entraînais on va dire de manière un peu aléatoire, et après ce résultat-là, c'est là où j'ai décidé de structurer vraiment ma pratique et de m'inscrire notamment à la Diag et de prendre un coach pour me préparer à cette échéance qui a eu lieu en octobre 2019. Ouais. Et c'est Patrick Binger depuis le début? Ouais, voilà, ouais. Team dans la structure de EP, ouais. Tu viens de la natation, si je me trompe pas. C'était ton sport de prédilection, que tu as repris pendant ta grossesse d'ailleurs. En tout cas, peut-être un peu plus pratiqué. Je sais pas si tu le fais au quotidien, on en reparlera. Qu'est-ce qui t'a amené à un moment à sortir du bassin et partir courir sur les sentiers? Les amphithéâtres de médecine. Non, quand je suis rentrée en fac de médecine, j'ai délaissé un peu les bassins. J'avais moins le temps, notamment sur la première année avec le concours, où j'y allais plus qu'une fois par semaine. Donc, tu vois, j'avais nagé 7 fois et je me suis retrouvée à 1 fois par semaine pour entretenir un minimum. Et après, j'ai découvert la médecine, les soirées, les choses, c'était beaucoup moins axé vers le sport et c'était vraiment plus les études et puis le côté vraiment social, les potes. Et en arrivant à Lyon, j'ai eu besoin de replonger. Et c'était quand même compliqué avec les horaires d'interne, où tu finis quand même tard, 9 fois sur 10, et donc les piscines sont fermées. Donc ça a été compliqué à ce moment-là. Et puis comme mon conjoint courait déjà pas mal, j'ai décidé de l'accompagner sur ces sorties. Et puis c'est vraiment le sport où tu dépends pas d'ouverture de salle, tu vas quand tu veux. Tu peux aller courir à 21h sur les quais, c'est pratique. Donc c'est là que... Et après...
peut-être 1 an ou 2 sur du bitume. Et après, j'ai découvert qu'il y a des chemins autour de Lyon, le Beaujolais, les monts du Lyonnais, les monts d'Or. Et c'est là où je me suis dit, en fait, ça pourrait être cool aussi de courir dans les chemins. Et tu as découvert également le Moucherotte. Parce qu'en reprenant ton fil Instagram, j'ai l'impression qu'il y a plein de photos au Moucherotte, qui est au-dessus de Grenoble, et qui pourtant n'est pas collé à Lyon. Qui est pas collé à Lyon. Est-ce que tu as un amour particulier pour ce sommet ? Alors déjà, Grenoble, c'est vrai que c'est pour nous, c'est pratique. Enfin, tu vois, en termes de... Je suis allée courir en Chartreuse le week-end dernier pour finir ma prépa mondiaux. C'est 1 heure de route. Donc, globalement, ça se fait bien. Ça peut se faire à la journée. Et en fait, Moucherotte, on a fait quelques stages avec mon club de course, les Têtes d'Or Runner. Et on est allé dans le Vercors et tout ça, à 2 reprises. Et donc, c'est peut-être pour ça que tu as vu des photos là-bas. C'est très beau. En tout cas, je me suis dit, je connais cette espèce de bâtiment moche au sommet d'un endroit qui est magnifique. Ouais. Et du coup, c'est ça m'a interpellé. Avec l'antenne. C'est ça. Est-ce que tu identifies un virage dans ta carrière, un moment important ? Tu viens de parler de ta victoire, de ta 4e place au 90 du Mont Blanc. 3e place, au 90 du Mont Blanc. Est-ce que c'est ça qui, pour toi, a déclenché quelque chose de nouveau dans ta carrière sportive, ou c'est autre chose ? Ou c'est les mondiaux ou... Ça a été un déclencheur, et après le second déclencheur, je dirais que ça a été au moment du Covid, quand on a de nouveau pu recourir un petit peu après cette période particulière où je me suis beaucoup posé de questions sur ma pratique, parce que du coup, je pense que ça a été le fou pour plein de gens, mais j'ai trouvé cette période vraiment assez dure, tant sur le plan professionnel que personnel aussi, et j'ai cherché vraiment du sens à ma pratique en me disant, est-ce que juste mon désir de courir, c'est pas juste d'aller en pleine nature et de pas devoir remplir des attestations, c'est juste courir sans dossard, et c'est là où je me fais le plus plaisir. Et c'est là où je me suis posé ces questions-là. J'avais une course de reprise qui s'est pas très bien passée, et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui me fait encore vibrer dans la course à pied ? Quelles sont mes aspirations, quelle est ma motivation, et ça a été de porter le maillot de l'équipe de France, en fait. Donc pour moi, je dirais que ce virage, il s'est fait à ce niveau-là en 2020, 2021, où je me suis remobilisée. J'ai eu cette sélection en équipe de France. Il y a eu ce résultat à l'UTMB, et là, j'étais repartie. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit moment un peu de creux sur 2020 où je cherchais un petit peu les vraies motivations, quoi. Aujourd'hui, si je te demande ton profil de course favori, qu'est-ce que ce serait pour toi une course parfaite en termes de dénivelé, distance, terrain ? J'aime beaucoup les 80-85 et puis dénivelé autour des 5000, quoi. Enfin, voilà, ce format... Les mondiaux, quoi. 4000. Ouais, avec un peu moins de cailloux. Avec un peu moins de cailloux, comme on va avoir dans les Pyrénées. Je suis plus sur des terrains typés, tu vois, Tour du Mont Blanc, ou ce qu'on retrouve un peu sur un UTMB ou une CCC, par exemple. C'est pas de la grosse technicité. Donc ça, c'est mes formats... terrain et format favori, ouais. Et tu disais tout à l'heure que tu étais une coureuse qui faisait du 50K globalement aux 100 miles, et pourtant, si je dis pas de bêtises, t'en as fait que 2. J'en ai fait que 2, ouais. Diag et UTMB. Ouais, tout à fait. On t'a pas vu beaucoup sur ces 100 miles dernièrement. Est-ce que tu as mis de côté un peu ce format au profit d'autres ? Est-ce que justement, comme tu étais un peu en reprise ces dernières années, ces derniers mois, tu dis que c'était un peu tôt ? Qu'est-ce qui t'a éloigné de ces formats ? Ce qui m'a éloigné, clairement, c'est un peu ce maillot de l'équipe de France, parce que 2022-2023, je jouais vraiment le jeu des qualifications, des sélections de l'équipe de France. Et comme je suis une traileuse qui en fait pas beaucoup, je quantifie vraiment sur l'année en fonction de mon activité professionnelle, t'es vite dans une saison qui est terminée avec un objectif Thaïlande, un objectif Innsbruck. Et puis après Innsbruck, je m'étais dit que je voulais pas courir à l'UTMB, justement parce que j'avais ce projet de grossesse et que j'avais pas envie d'attendre des mois et des mois pour tomber enceinte, et du coup je m'étais préservée un peu, je m'étais reconstruite physiquement après Innsbruck, et voilà, il y a eu cette grossesse dans les 3 mois, donc voilà, c'est pour ça aussi que ça fait un moment, mais j'ai très envie de retourner sur un format 100 miles. C'est dans les projets. Ok, super. Je te propose de clôturer un peu ce portrait sportif avec des questions un peu comme livre, film, musique, mais plus orientées sur des choses liées au trail. C'est quoi aujourd'hui ? Je pense que je connais la réponse, mais c'est quoi ta paire de chaussures préférée aujourd'hui ? C'est On, déjà. J'aime beaucoup la Ultra 3. La Ultra 3, j'allais miser sur la Pro. Tu vois, c'est la Ultra 3. Quel est ton sommet préféré ? Si tu dois en garder un sommet où t'adores être et observer l'environnement. Si je suis très chauvine, je dirais le sommet du Montou. Je sais même pas si tu connais le sommet du Montou. c'est chez moi. On y passe sur la Saint-Élion ou pas ? Non.
c'est dans les Monts d'Or, mais on n'y passe pas à la Saint-Élion. Mais j'aime beaucoup cet endroit, il m'apaise beaucoup. Et j'aime bien y arriver tôt le matin ou très tard en fin de journée quand il n'y a personne. Et voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup chez moi. Et après, je dirais que ouais, c'est Moucherotte pour faire plaisir. Ça marche. J'allais dire, c'est un sommet de sang, donc on n'y passe pas sur la Saint-Élion, parce qu'il n'y a pas de sommet sur la Saint-Élion, il n'y a que des chemins et de la boue. Est-ce que tu as un parcours préféré, une boucle que tu adores faire parce que, je sais pas, tu te sens bien sur ce parcours-là en particulier? Globalement, j'aime beaucoup les chemins à Chamonix. Voilà, j'aime beaucoup la boucle. Enfin, tu sais, quand tu vas à Plan de l'Aiguille, tu fais les balcons et puis tu reviens vers Montanvert, enfin ce coin-là. Donc, je dirais, s'il fallait choisir, ouais, ce serait cet endroit-là. Ok. Un aliment en course qui te fait plaisir ou que tu affectionnes particulièrement? J'aime beaucoup les fraises Tagada. C'est un peu mon aliment plaisir en course. Voilà. Donc, on va retenir ça. Très bien. Un aliment en récup que tu adores après une grosse course ou un gros entraînement? J'aime beaucoup les crêpes ou un bon burger. Est-ce que ce serait quoi aujourd'hui ton meilleur souvenir en trail, si je te demande d'en garder qu'un seul? Innsbruck 2023, ouais. L'opposé, le revers de la médaille, ton pire souvenir en trail? Mon pire souvenir, du coup, c'est cette course que j'avais fait en 2021. Du coup, mars 2021, trail de la Cité de Pierre, où c'était un peu en vase clos. Là, il y avait eu que des élites qui avaient pu venir courir. Oui, très bien. Ça n'avait pas servi de championnat de France ou c'était l'année d'après? Non, c'est l'année d'après où ça. Là, il y avait vraiment, on était 8 au départ, quoi. Filles et 8 mecs ou 10 mecs aussi au départ, donc c'était très 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 restreint, on pouvait plus trop recourir. C'était la première course un peu de reprise, très très mauvais souvenir pour moi. Je peux te demander pourquoi? Aucune sensation, je me suis perdue pendant la course, et puis quand t'es un si petit nombre, je pense, je te dis 8, mais ça se trouve on était 5 ou 6, enfin il faudrait que je revérifie, mais on était très peu. Mais en fait t'as personne, enfin tu sais, t'as pas quelqu'un à qui te raccrocher pour faire passer un peu ça. Non, quand t'es dernier quoi. Et donc voilà, j'avais pas trop aimé ce moment. Mauvaise course. Et est-ce que tu as un ou une athlète qui t'inspire particulièrement, quel que soit le sport? Quel que soit le sport. C'est vrai que moi, globalement, les femmes qui ont eu un enfant et qui sont revenues à leur niveau, ça me touche particulièrement. J'aime beaucoup en judo Clarisse Agbenienou. Je l'admire beaucoup. Et puis après, en tant qu'ancienne nageuse, j'aime beaucoup la carrière de Laure Manodou, même si je trouve qu'elle s'est terminée peut-être un peu trop tôt, mais voilà. Ok, ça marche. Je te propose qu'on passe à comment est-ce que tu t'entraînes, un petit peu, qu'on essaie de décortiquer cette grande sphère. Même si c'est du coup Patrick qui gère ton entraînement, tu dois quand même avoir, j'imagine, un regard là-dessus. Est-ce que je peux te demander, pour commencer, comment est-ce que tu approches ton volume d'entraînement? Tu as dit que tu étais quelqu'un qui en faisait peut-être pas beaucoup. Est-ce que tu le calcules? Tu l'estimes en kilomètres, en heures? Est-ce que tu y fais attention? Comment tu approches ça? Je l'approche plutôt en heures. De mon côté. Après, je t'avoue que ce côté, entre guillemets, charge mentale de l'entraînement, je fais énormément confiance à Patrick. C'est lui qui gère, je lui donne mes disponibilités, semaine par semaine. Parce que voilà, il doit composer aussi avec mon activité professionnelle. Donc, je lui dis, tel jour, j'ai 1 heure, tel jour, j'ai ça, là, tu peux y aller. Enfin, en fait, et c'est quasi du semaine par semaine parce que ça peut, même si globalement, c'est assez... routinier, mon quotidien, parce que voilà, j'ai des rendez-vous qui sont pris en avance, tout ça. Je lui laisse ce côté-là, mais je regarde toujours à la fin de la semaine combien d'heures à peu près j'ai fait. Pas tant sur le côté kilomètres et tout ça, c'est plus le côté heure et puis fatigue perçue et ressenti de l'effort pas mal. Vraiment, parce que je trouve que selon des semaines, en fait, il y a des trucs qui peuvent te paraître... facile, t'as fait 2 ou 3 heures et puis la semaine d'après, ça te paraît hyper dur selon comment t'as dormi la nuit, selon comment s'est passée ta journée au cabinet, selon ton état de forme global en fait, et voilà. Donc le ressenti. Avec ton quotidien, est-ce que tu arrives aujourd'hui à estimer à peu près, ça représente quoi, un volume hebdomadaire moyen pour toi dans ton entraînement, qui te semble normal? Globalement, je dépasse, c'est rare que je dépasse 15 heures, sauf quand je suis dans des préparations d'objectifs importants, type mondiaux, type si je refais un 100 miles, je sais qu'il y a des périodes où je vais devoir augmenter ce nombre d'heures, quoi. Ouais, mais c'est des pics.
C'est que c'est des pics de volume à un moment donné, mais Ouais, de sur manière 2-3 générale. semaines, quoi. Sinon, de manière générale, j'excède jamais 15 heures, quoi. Enfin, Je trouve ça intéressant à entendre parce qu'il y a vraiment beaucoup dans le trail, en tout cas, où je trouve de manière générale des croyances sur l'importance d'une quantité de volume énorme. Et au plus tu montes en niveau, au plus tu vois, en plus avec Strava, etc., des volumes gigantesques. Et des fois, il y a peut-être la question effectivement de se poser, à poser de est-ce que c'est nécessaire ce volume gigantesque? Est-ce qu'on peut pas faire moins? Toi, tu sembles par exemple t'en sortir avec moins. Et ce qui est déjà, c'est pas rien. Donc c'est intéressant, je trouve, de l'aborder. je pense que ça varie beaucoup d'un sportif à un autre aussi. Et puis, je pense, de toute façon, quand t'as pas trop le choix pour faire plus, ben, tu fais avec ce que t'as, quoi. Et j'ai aussi l'impression qu'en fait, il y a plein de personnes, quand ils ont 1 heure en plus dans leur emploi du temps, ça va être 1 heure d'entraînement en plus. Et peut-être que la question que tu viens aussi de soulever, c'est est-ce que ça peut pas être 1 heure de repos en plus parce que des fois, certaines séances dans une semaine paraissent difficiles? Moi, je pense que clairement, si j'avais plus le temps, je pense pas que je ferais forcément plus. Je pense que je miserais beaucoup plus sur le côté récupération, quoi. Plus de sieste. Plus de sieste et voilà, plus de pouvoir te poser à un moment donné, quoi, tout simplement. Donc, Ouais, plus de rien. Vraiment le moment où tu déconnectes. Est-ce que je peux te demander comment tu travailles tes intensités? Est-ce que c'est quelque chose que tu continues à faire régulièrement, hebdomadairement, les très hautes intensités, des intensités un peu intermédiaires? Comment toi et Patrick, vous travaillez ça? en général, c'est plutôt 2 fois par semaine. Il y a une sortie que je fais de manière collective avec mon club, avec les copains, là, juste pas très très loin, là, au parc de la Tête d'Or. C'est souvent le mardi soir, d'ailleurs, qu'on se retrouve tous ensemble. Et là, en général, on travaille les intensités. En général, c'est plutôt à plat, parce qu'on est au parc de la Tête d'Or. Ça nous arrive d'aller chercher un petit peu des côtes, mais ça reste des côtes courtes. Donc, on va dire que le mardi, c'est à plat, VMA, seuil, voilà. Et puis après, les week-ends ou les jours où je peux être off, par exemple le vendredi ou autre, je peux faire de l'intensité plutôt en côte. Et là, c'est plutôt Patrick qui gère ce côté-là. Et tu vas chercher des côtes, par exemple, un peu plus loin de Lyon pour pouvoir travailler de Chez manière moi, du coup, spécifique? j'ai là où j'habite, donc dans les Monts d'Or, j'ai des côtes plus longues. Donc, ça me permet de travailler à ce moment-là, ce genre d'exercice. Tu t'entraînes combien de fois par semaine, en général? Tu comprends tout avec muscu, vélo et tout ça. On va dire 6 jours sur 7, quoi. Ok, un jour off, et il y a des jours où tu doubles ou pas forcément? Il peut y avoir des jours doubles où c'est plutôt double. Je fais jamais en course. Je fais toujours course ou vélo. Je double, mais avec 2 sports. Est-ce que tu fais du vélo taf? Parce que j'en ai pensé en disant qu'il y a quand même des personnes qui ont un boulot chargé qui se disent j'en profite pour avoir un tour en vélo avant. J'en faisais plus avant d'avoir Léon. Là, j'avoue que, alors, la première année, quand ils sont tout petits comme ça, surtout l'hiver et tout, bon, voilà. Là, ils commencent à grandir, donc on a installé le siège sur le vélo. La carriole en ville, je suis pas hyper fan, donc on va dire qu'avant Léon, j'en faisais beaucoup. Et depuis Léon, beaucoup moins, mais c'est quelque chose que je compte réinstaurer et je compte même réinstaurer plutôt de la course taf, venir travailler vu que j'ai une douche sur place. Enfin voilà, après ça demande un peu d'orga parce qu'après il faut repartir le récupérer à la crèche et tout ça, donc c'est moins propice avec un bébé, mais un enfant, mais je pense que ça se fait et je compte le réinstaurer parce que c'est vrai que c'est un gain de temps. Et un gain de peut-être un peu quelques entraînements grappillés à droite à gauche comme ça. Est-ce que tu as dit que tu avais du coup un jour off par semaine? Est-ce que tu es quelqu'un qui a dans ta saison de manière générale des périodes de coupure où tu ressens le besoin d'arrêter de courir parce que soit par exemple pour des blessures ou parce que tu as moins envie ou peu importe? Souvent c'est après un objectif phare, après un objectif majeur, après Innsbruck, j'ai eu besoin de couper vraiment. Donc ça suppose vraiment, je veux pas d'entraînement. C'est moi si un jour j'ai envie d'aller faire un petit footing, c'est pas quelque chose que je lis sur Nolio, c'est vraiment moi qui décide. Donc coupure mentale, important. Et souvent en fin d'année, tu vois, vers décembre, les fêtes et tout ça, c'est juste footing plaisir. Et donc oui, il y a 2 périodes, c'est souvent au moment des fêtes et après un gros objectif où je me suis investie vraiment mentalement, physiquement et où ça a demandé beaucoup de logistique dans mon quotidien. Ça fait du bien de faire un reset 3 semaines. Mais ça veut pas dire que tu fais pas du tout de sport. C'est juste pour éviter les espèces de contraintes d'entraînement structurées. Exactement. C'est vraiment pour retrouver du sport. Ouais, Plaisir. exactement. Souvent, de toute façon, après un gros objectif, tu as envie de rien foutre pendant une semaine. Et après, rapidement, j'ai quand même envie de me remettre en mouvement. Donc, ça peut passer par du vélo taf, du yoga, aller nager, profiter au fait de faire des choses qui
je les fais quand j'ai envie et voilà, sans charge mentale par rapport à ça. Je voulais te poser la question des entraînements croisés, puisque là, depuis tout à l'heure, tu as quand même mentionné plein de sports. Vélo, yoga, natation, muscu, t'en as parlé. Tu peux nous faire un petit panel des sports que tu pratiques? Tous ceux que tu as cités. Attends, je réfléchis. Donc, le vélo, j'aime beaucoup ça. Ouais, yoga. Le muscu, c'est déjà pas mal, je pense. Hein. Je réfléchis, mais j'en fais pas trop d'autres. Ce qui veut dire que la natation, t'as arrêté complètement, quasiment? J'y vais c'est assez irrégulier. Ça prend quand même du temps d'aller nager, se changer, aller à la piscine, revenir et tout. C'est vrai que contrairement à aller au basket que tu mets et tu pars, t'es direct prêt. Mais j'aime beaucoup retourner dans l'eau. Souvent, j'y retourne pas mal l'été. On est gâtés à Lyon, on a quand même pas mal de bassins dispo. Et puis, sur les périodes hivernales, j'aime beaucoup aussi retourner à la piscine. Ouais. Est-ce que tu as aussi des questions sur le fait que peut-être tu as moins de transferts entre natation et course à pied qu'entre par exemple vélo ou muscu et course à pied? C'est une des raisons pour lesquelles tu en fais moins ou c'est vraiment qu'une question logistique? Une question logistique et puis il y a le côté aussi vélo, t'es dehors quoi. Enfin, tu te balades, tu vas faire un tour et c'est pas tant pour l'apport de l'entraînement en soi, c'est vraiment plus pour le côté extérieur. Et puis j'en ai bouffé des longueurs et bon. T'en as marre de compter des carreaux? Exactement. Est-ce que je peux te demander un peu plus en détail ce que tu fais en muscu? Est-ce que tu travailles par exemple, j'ai vu des stories là récemment que tu as mis sur Instagram avec des barres de squat extrêmement chargées. Est-ce que tu fais du très lourd? Est-ce que tu fais du concentrique, de l'excentrique, de l'isométrique? Qu'est-ce que tu fais un peu en muscu? Alors, pour juste revenir sur la petite story que tu as dû voir, là, c'était vraiment de l'isométrique. Je ne soulève pas ça. Et c'était vraiment du statique. Il y avait 2 fois ton poids sur la barre, quelque chose comme ça? Et 140 kilos, un truc comme ça. Je suis incapable de faire ce genre de squat. On fait un peu de tout. On fait un peu de tout avec Quentin. Tant de la force max, de la plio. On fait vraiment de tout, quoi. Donc, on balaye vraiment plusieurs... Puis des fois, je fais des exercices, c'est quasi tout à poids de corps, quoi. Enfin, c'est quand même assez rare. Il y a souvent une kettle qui traîne, mais non, il y a un peu de tout, quoi. Est-ce que tu fais ça dans un but de performance, dans un but de prévention de blessures, dans un but de gain de temps? Parce que ce que tu as comme bénéfice, c'est en 1 heure, ce serait peut-être 5 heures sur le terrain. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la muscu, en fait, à l'intégrer? Au tout début, c'était vraiment prévention de blessures. Parce que du coup, je viens d'un sport quand même porté, où j'ai eu peu de contraintes musculo-tendineuses pendant des années. Et du coup, quand je me suis mis à la course à pied, certes, au niveau physio, j'étais bien, mais j'étais quand même un peu à la ramasse sur le côté musculo-squelettique. Donc, je me suis beaucoup blessée, périostite, tout ce que je peux passer en revue, toutes les blessures classiques du coureur à pied chez moi. Et en fait, la muscu m'a permis de beaucoup moins me blesser. Et après, en second temps, je dirais, c'était vraiment un objectif de performance. N'habitant pas à la montagne, je croyais vraiment à l'intérêt du renfort et de pallier ce déficit en fait de dénivelé à proximité. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Quentin. Et puis, il faut dire aussi, j'aime beaucoup ce qui est varié. Enfin, comme tu l'as compris, j'aime bien pratiquer plusieurs sports. Et quand je vais en muscu, en fait, j'ai l'impression de faire autre chose et ça me motive. Je trouve ça cool de pouvoir faire différents sports et pas juste courir. Donc, voilà, il y a beaucoup de plaisir sur ces séances-là. Ok, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as réussi à trouver du plaisir à la salle? Je le fais pas du tout par contrainte, c'est vraiment un plaisir et je pense que si j'avais plus le temps, voire même je ferais 2 séances par semaine, ça me dérangerait pas. Du coup, aujourd'hui, 1 fois par semaine pour l'instant, mais avec un emploi du temps, tu fais comme tu peux au final. Et on a parlé plutôt d'entraînement physique. Est-ce que tu fais ou est-ce que tu as fait de la prépa mentale? Est-ce que tu en as eu besoin? Il me semblait avoir vu que tu étais suivi ou que tu avais travaillé avec Happy Perf Coaching. Oui, avec Anne, c'est toujours le cas. C'est avec elle que j'ai démarré la prépa et c'est toujours avec elle avec qui je travaille. Donc oui, j'ai eu besoin. Dans un premier temps, c'était pas forcément en lien avec le sport. La première fois où je l'ai contactée. Et puis après, là, elle m'aide sur des problématiques particulières. J'ai fait appel à elle, notamment en cas de blessure, pour gérer un peu cette période-là qui peut être un peu compliquée. De remise en confiance, quand par exemple, je sais pas, tu t'es fait une entorse en descente et t'es plus serein au niveau de ta cheville notamment, voilà. Donc j'ai fait appel à elle pour des diverses raisons, ouais. Et c'est quelque chose que tu as du coup conservé
régulièrement dans tes Ouais, depuis dans tes projets, 2022, en fait. ouais, pour moi, ça fait partie de l'entraînement aussi. Donc, Je voudrais parler récupération un peu avec toi. Comment est-ce que tu l'as un peu dit tout à l'heure, comment est-ce que tu gères en fait ta récupération? Et comme je disais, au début, tu as dit dans une interview que tu aimais bien avoir des journées au seuil. Donc bien chargé toute la journée, ça veut dire que tu as quand même besoin, par rapport à tes entraînements, de récupérer au niveau physique, au niveau mental aussi avec ton travail. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu as mis en place des routines de récup? Est-ce que tu suis, par exemple, je sais pas, ta VFC, tu utilises un questionnaire pour savoir où t'en es? non, j'utilise pas trop. Je fais beaucoup ressenti. Il y a des moments où je sens que j'en fais trop, en fait, clairement. Et là, j'essaie de m'auto-raisonner et de me dire, faut supprimer des choses. Donc, je te donne, par exemple, un exemple concret récemment. Notamment, avant le Lavaredo, il y a eu beaucoup de choses dans mon quotidien, tant sur le plan professionnel. On a déménagé, on a changé un de nos cabinets. Donc, c'était avec toute la logistique que ça entraîne, des travaux, des rendez-vous, des réunions. Il y avait la prépa Lavaredo, il y avait Léon, j'avais un souci de garde avec l'assistante maternelle. En fait, ils ont un souci de local, donc d'un coup, tu te retrouves sans garde. Donc, toutes ces petites choses-là accumulées, je me suis dit, mais en fait, je vais pas aller au Lavaredo. Enfin, c'est trop de choses, quoi. Et en fait, à ce moment-là, il suffit j'ai essayé de me recentrer. J'ai fait aussi appel à Anne dans cette période-là de juin. Et puis, en fait, tu essaies de te dire, OK, ça, c'est pas essentiel, tant pis, je le ferai plus tard. Et j'essayais, voilà, de supprimer des petites choses dans mon quotidien pour essayer que la jauge là-haut, là, elle se vide un peu, quoi. Tu sais, une chasse d'eau, là, il faudrait appuyer pour faire baisser un petit peu tous les niveaux. Et du coup, ça, quand c'est comme ça, c'est là que je me rends compte que le côté mental, il est hyper important dans la performance, en fait, parce que parfois, à vouloir tout faire, tu fais rien correctement. Donc, ou à vouloir être partout, t'es nulle part. Donc, ça, c'est le côté le plus dur, je pense, dans le quotidien actuellement, c'est de devoir gérer un peu tout ça en même temps. Et du coup, il y a des fois où je suis moins présente. Notamment, je peux être moins présente pour mes amis. Et ça, du coup, c'est pour ça qu'après un gros objectif, j'ai besoin de relâcher, en fait. Et j'ai moins envie de me prendre la tête avec le trail et de me remettre un objectif trop proche. Et j'ai besoin d'aller voir mes potes qui font pas du tout de la course à pied. Et c'est important de niveler un petit peu son année comme ça, parce qu'en fait, sinon, tu pètes un plomb, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que je fais pas non plus beaucoup de courses, en tout cas pas beaucoup de courses longues, car pour moi, derrière la récup, elle est quand même hyper importante. Et si tu veux être performant sur 2 objectifs assez rapprochés, t'es obligé à un moment donné de supprimer certains paramètres, quoi. Enfin, T'as l'impression que les courses longues te demandent plus de ressources mentales que des formats plus courts? ouais, Malgré la compétitivité que tu peux y retrouver? Oui, mais puis physiquement, t'es quand même beaucoup plus à la ramasse, quoi. Puis ça a un impact derrière. En fait, ton sommeil, il est quand même perturbé, ton alimentation, elle est perturbée. Il y a plein de choses qui sont perturbées. Donc c'est là que tu te rends compte que d'enchaîner des objectifs longs, c'est quand même pas l'idéal. Donc en général, j'essaie d'en mettre. J'ai 2 objectifs majeurs dans la saison, et puis j'essaye au niveau kilométrage d'être cohérente sur les 2, quoi. Tu t'as abordé un point qui rejoint une question que j'allais te poser, c'est celle sur l'équilibre pro, sport et également perso. Est-ce que tu estimes aujourd'hui l'avoir trouvé? Est-ce que tu penses que tu as encore des choses à faire pour essayer de trouver cet équilibre un peu général? Je pense que je l'ai trouvé, mais j'ai toujours l'impression d'être sur un fil quand même, tu vois. J'aimerais bien être sur une poutre un peu plus large. Là, je suis toujours sur un fil en me disant, oh, là, ça fonctionne, mais voilà, il faudrait pas qu'il y ait un grain de sable comme il y a pu y avoir au mois de juin où il y avait tout tombé en même temps. Du coup, je pense l'avoir trouvé et j'en suis contente, fière en tout cas de pouvoir continuer là-dessus. Quand j'ai eu ma sélection en équipe de France, voilà, j'étais contente aussi et fière de me dire je reviens, quoi. Enfin, tu vois, c'est reparti. Après, je me suis pas retestée sur un format plus long que le 80. Mais voilà, je pense que l'équilibre aujourd'hui, il est là et j'y tiens aussi. Est-ce que de manière générale, sur ton entraînement, est-ce que tu as eu besoin d'adapter tes entraînements à tes cycles menstruels, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui perturbe ton entraînement de manière générale? C'est assez aléatoire. Il y a des fois où j'ai dû adapter, notamment sur le premier jour ou le deuxième jour du cycle où t'as mal au ventre, où t'es pas forcément très très bien et tout. Donc t'as une intensité qui est prévue. Du coup, tu revois un peu
entre guillemets à la baisse tes exigences, mais c'est jamais c'est jamais très long. Ça dure 24-48 heures maximum. Et en général, ça me pénalise pas plus que ça. Je le mets pas forcément sur ma plateforme d'entraînement au niveau de Patrick. Je lui signale par contre. Je lui dis ce jour-là, j'étais pas très bien parce que c'est le premier jour de mes règles. Et voilà, il comprend derrière. Il dit OK, il y a pas de souci, mais je pense que, pour voir avec d'autres sportifs que je peux avoir en consultation, certaines sont quand même beaucoup plus gênées dans leur pratique. Moi, 24-48 heures, je considère pas que ce soit très embêtant. Ça se joue sur une séance qui switch 2 jours, par exemple, et globalement, ça va être ça. Exactement, tu l'as fait le lendemain ou tu avais prévu de faire une sortie un peu plus longue, tu raccourcis un petit peu. Mais voilà, en général, ça se passe plutôt bien, quoi. Et dernière question de cette partie sur comment est-ce que tu t'entraînes. Est-ce que tu accordes une place aux données dans ton entraînement, par exemple à la fréquence cardiaque, au ressenti? Est-ce que c'est des choses que tu suis finement? Ou est-ce qu'au contraire, tu essayes d'être un petit peu détaché de ce côté un peu data, scientifique? Sur les intensités, j'aime bien avoir le cardio, donc 1 à 2 fois par semaine là. Et après sur le reste du temps, sur les sorties un peu plus longues, tout ça, je m'en détache totalement. Mais sur le côté intensité, ouais, j'aime bien quand même surveiller l'AFC avec des paramètres que j'ai pu étalonner en labo au préalable, tu vois, en faisant une VO2 max et tout ça. Mais globalement, c'est 1 à 2 entraînements grand max par semaine où je surveille ces datas, sinon pas trop. Ok, ça marche. J'aurai une autre question connectée à celle-ci après, mais je la mettrai en relation avec une question des auditeurs, donc je clôture cette partie sur l'entraînement. Une des raisons pour lesquelles je voulais échanger avec toi, c'est parce que il y a plein de raisons. En dehors du fait que tu fais de la médecine du sport, tu as une belle carrière jusqu'ici, qu'il y a plein de choses à raconter. Déjà, tu sors d'une période qui a été apparemment sportivement compliquée pour plusieurs raisons. Et pourtant, là, tu es en train de te préparer pour les mondiaux 2025. Je voulais résumer un petit peu peut-être la période, un petit peu ce que tu as traversé ces derniers temps, et pour des auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi. Donc d'abord, première chose, plutôt bonne nouvelle, le 2 février 2024, tu as annoncé sur les réseaux que tu étais enceinte et que tu avais un nouvel ultra qui commençait. Votre famille s'est agrandie le 10 juin 2024, si je dis pas de bêtises. Le 3 juin, excuse-moi, ça a été partagé le 10. Ah bah oui. Et du coup, le 3 juin 2024, et tu sembles avoir pu continuer à t'entraîner à pied, mais aussi dans l'eau pendant plusieurs mois pendant ta grossesse, sans vraiment d'arrêt. T'as pas l'air d'avoir été particulièrement gêné. T'as ensuite progressivement repris la course à pied, mais après t'as eu une reprise un peu plus tumultueuse qu'attendue. En tout cas, t'en as parlé sur les réseaux. Fin 2024, en plus de cette reprise tumultueuse, tu te fais une grave entorse, si j'ai bien compris. Et si je me trompe pas, en plus, pendant le premier semestre 2025, tu as été à nouveau gêné par une autre blessure au pied. C'est ça? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette période, sur ces différents événements? Et qu'est-ce qui t'est arrivé pendant tout ce temps? Ouais, et du coup, effectivement, j'ai pu être active tout au long de ma grossesse et jusqu'à la veille de l'accouchement, donc ça, c'était top. Ça me faisait vraiment du bien d'aller courir. Vélo, j'ai abandonné assez rapidement. J'ai transféré plutôt un peu sur le home trainer, mais globalement, c'était natation, renfo et course à pied. Et donc, voilà, grossesse de rêve, tout s'est trop bien passé. Donc ça, c'était génial. Et après, sur les suites, la reprise s'est plutôt bien passée aussi jusqu'au 3e mois postpartum. Et après, effectivement, j'ai eu une tendinopathie d'Achille qui m'avait déjà un petit peu embêtée en 2023 après les mondiaux. Et là, c'est revenu de manière assez intense. Et j'ai fait que jongler avec cette douleur. J'ai mis tout ce qu'il fallait en place pour me soigner. Voilà, on peut pas dire que je suis pas dans le métier, donc je savais à peu près je savais ce qu'il fallait faire. Et sauf que ça fonctionnait pas comme je le voulais. Et je pense que je me suis mis trop d'objectifs sur cette reprise postpartum en voulant absolument mettre des dossards au Templier, à la Saint-Élion. Oui, t'étais au marathon d'Écosse 2024, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc à la base, en fait. ouais, tout à fait. Je m'étais mise quand même sur le 80. J'étais un peu ambitieuse, mais à 6 mois, voilà, postpartum. Et en fait, non, j'ai rétrogradé sur le marathon et c'était pas hyper optimal parce que j'avais encore des petites gênes, des petites douleurs. Et en fait, suite à cette course-là, ça a fait que
reflambé. Enfin voilà, ça s'est aggravé. Et donc voilà, j'ai essayé d'arrêter complètement la course, de reprendre. Effectivement, ça a été un peu les montagnes russes jusqu'à cette entorse qui a eu lieu 3 semaines avant la Saint-Élion, 3 semaines, 1 mois. Et là, je me suis dit bon, stop, maintenant on arrête les conneries, on s'arrête. On immobilise la cheville, on se soigne et du coup je me suis reprojetée sur l'année suivante, mais il m'a fallu, on va dire que j'étais sortie des pépins physiques en mars 2025 quoi. Puisque Marion vient d'évoquer les Templiers, je vous propose de faire une petite pause dans cette interview pour parler de Wise, partenaire du podcast Courir Mieux pour cette saison 2. Wise, c'est un équipementier spécialisé dans le trail et l'ultra, avec une équipe de passionnés et pratiquants qui, en plus de passer du temps sur les sentiers, développent des produits innovants, durables et fiables, pensés pour nos besoins réels sur les sentiers. Une des innovations de Wise qui m'a vraiment bluffé et qui me semble particulièrement adaptée à des courses comme les Templiers, avec ses départs ou ses arrivées parfois glacées et le vent qui peut souffler sur les cosses, c'est leur coupe-vent Sigma Shell. Elle est incroyablement légère, avec seulement une centaine de grammes, très respirante et en même temps efficace contre le vent et l'humidité, la pluie, parce qu'elle est déperlante. Elle est construite avec une membrane qui est révolutionnaire et qui a chamboulé ce qu'on connaît des coupe-vents classiques, et elle est ultra compacte, pouvant ainsi être rangée dans un sac ou une ceinture. Pour découvrir la Sigma Shell, je vous invite à utiliser le lien qui est en description de l'épisode. Et maintenant, revenons à mon échange avec Marion. Et du coup, là, t'avais complètement... Donc, c'est il n'y a pas très longtemps, en soi. C'était quoi, il y a 6 mois, quelque chose comme ça? Peut-être un peu plus. Et t'as re-eu un pépin tendinopathie ou non, ça c'était fini? En fait, ça s'est fini en mars, quoi, à peu près fin février, mars. Il y a eu les chevilles qui ont un peu morflé, les deux. Et puis ce tendon d'Achille qui ne voulait pas me lâcher, quoi. Donc... Tu aurais dû consulter un médecin du sport? Ouais, j'aurais dû. T'en connais peut-être une? Je ne la connais pas. Il n'y en a pas ici. Mais non, je pense qu'il y a une part aussi un peu hormonale. Il y a une part, il y a quelque chose qui m'a échappé là-dedans, qui fait que ça a peut-être mis un petit peu plus de temps. Puis après, je le vois bien chez les patients. Hein. Il y a des fois, ça peut durer, même sans contexte de reprise postpartum. Il y a des choses qu'on n'explique pas qui durent plus longtemps, même si on fait tout bien. J'ai tout revu. Hein. Je peux te dire que j'ai balayé le côté... NUT, micronutrition, quantification globale de ma charge, exercice de kiné, ostéopathie, j'ai podologie, j'ai tout fait. Donc voilà, à un moment, je pense qu'il faut peut-être un peu plus de temps et accepter ce temps-là et accepter de se poser pour repartir de plus belle après, quoi. Mais c'est... Et depuis mars 2025, tu as accumulé 3 victoires, si mes souvenirs sont corrects. Est-ce que ces 3 victoires se sont faites sans... 2 victoires, une 3e place sur la Varedo? Est-ce que ces résultats, ils sont pour toi exempts de pépins physiques? C'est pour toi, tu as réussi à te prouver qu'il n'y avait plus rien qui t'embêtait? Oui, ça s'est bien passé. J'étais contente à la fois des sensations aussi de course et puis aussi des sensations physiques, en fait, de me dire, ça y est, c'est reparti, le corps s'est réparé et je peux à nouveau être performante. Donc ouais, ça fait du bien. Puis ça fait du bien à la tête aussi. C'était la question que je voulais te poser. En fait, ça paraît être beaucoup d'événements difficiles dans une reprise. D'abord une reprise postpartum qui est un peu plus compliquée que ce que tu espérais, puis une blessure, puis une autre. Ouais. Est-ce que ça t'a pas fait perdre le moral? Est-ce que t'as gardé quand même la motivation? Est-ce que t'as pas eu un moment où tu disais non mais c'est bon, en fait, j'en ai marre, quoi? Ce serait mentir que de dire que j'avais le sourire tous les jours. Hein. Forcément, il y a des moments, c'était plus dur. Après, j'ai la chance d'avoir un fils en très bonne santé, qui va super bien, d'avoir mon conjoint à mes côtés qui m'a énormément soutenue aussi dans ces moments-là, en essayant de toujours garder le cap et de garder le sourire et la motivation. Oui, il y a forcément eu débat, mais après, je pense que c'est l'eau de... quand on se blesse comme ça et qu'on n'arrive pas à revenir et qu'on a beaucoup d'attentes, et surtout que la saison d'avant, tu étais enceinte, donc tu n'as rien fait, quoi. Donc en fait, je pense qu'il y a un peu d'impatience, un peu d'incertitude aussi qui s'installe, parce que mine de rien, c'est pas pareil qu'une blessure qui survient sur une saison lambda, où là, c'est vraiment, tu te dis, est-ce qu'en fait, je vais être capable de revenir, quoi. C'est beaucoup, je me suis beaucoup posé de questions en me disant, est-ce que je vais vraiment récupérer mon niveau physique que j'avais. Et puis en plus, je me suis arrêtée sur une période où j'étais méga en forme, quoi. Donc en fait, tu t'es un peu dans le flou en te disant, oui, est-ce que ça va revenir? Donc c'est plus ce côté incertitude qui était compliqué à gérer. Ouais.
Et aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que tu es revenu à ton niveau de avant grossesse, on va dire? Est-ce que tu as retrouvé confiance dans ton corps et ce que tu peux faire? Oui, clairement, je me sens à nouveau en forme c'est dur de dire est-ce que tu as l'impression d'être revenu comme avant parce qu'on n'a pas de données. Si par exemple je faisais du 10 km et que j'avais refait ma meilleure perf sur 10 km, je pourrais te dire ouais, c'est bon, je suis revenue. Là, on est un peu plus dans le flou, dans le ressenti en tout cas, j'ai l'impression que oui. Même si je suis plus la même que avant cette grossesse, forcément, il y a plein de paramètres physiques et mentaux qui ont changé. Mais j'ai l'impression en tout cas d'avoir de réapprivoiser mon corps actuellement et de nouveau en phase avec lui et de pouvoir à nouveau faire toutes ces choses que j'avais mis de côté il y a 2 ans, quoi. Cette tête et ce corps dont tu parles, tu les emmènes tous les deux à Canfranc dans 2 semaines, même pas, dans 10 jours, quelque chose comme ça. Là, on enregistre en plein affûtage, si je dis pas de bêtises. Comment tu les approches, ces mondiaux, par rapport, par exemple, à ceux de 2023? Avec beaucoup d'envie. Ouais, ça va être. On a vraiment une superbe équipe que j'ai pu découvrir. J'étais pas à la reco, malheureusement en mi-août, mais j'étais là au stage à Briançon il y a une dizaine de jours. Et vraiment, on a une superbe équipe et ça donne vraiment envie de partager ça avec eux, autant les filles que les gars. Et j'ai hâte en fait de me replonger un peu dans cette compétition avec ce maillot-là qui pour moi est fabuleux et plus qu'un maillot, quoi. Donc j'ai hâte de voir comment je vais réagir, tu vois, en le remettant et en repartant courir, parce que tu sais pas trop avant, en fait. Moi, il me transcende toujours ce maillot, donc voilà, j'ai hâte. Le parcours, je l'appréhende quand même pas mal parce que c'est un peu moins mes qualités au niveau technicité, mais après, je me suis vraiment beaucoup entraînée je suis allée chercher des cailloux cet été pour vraiment me confronter à ce genre de terrain, et j'ai vraiment hâte de vivre ce moment par équipe, parce que c'est vrai que dans notre sport, on a très peu de moments, à part des courses en duo, où il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et du coup, c'est vraiment le moment où on peut partager ce moment collectivement, quoi. J'ai l'impression que tu as un petit peu répondu à la question que je voulais te poser, mais je me permets quand même de l'aborder. Qu'est-ce que tu vas chercher dans cette compétition? Je vais chercher déjà de me dire que la boucle est bouclée, en me disant voilà, j'ai laissé ça en juin 2023 et là je suis de nouveau ici, donc j'espère être satisfaite de ma course, de ce que je vais délivrer le jour J, et puis j'y vais aussi pour me bagarrer pour les filles, quoi, enfin pour l'équipe, pour le maillot, pour le titre qu'on a eu il y a 2 ans et que j'espère qu'on va garder encore cette année. Donc voilà, c'est un mélange à la fois de se prouver des choses à soi-même et puis aussi être la plus performante possible le jour J pour pouvoir mettre l'équipe dans la meilleure des dispositions, quoi. Donc c'est vraiment le côté collectif que j'aime beaucoup dans ce maillot, quand même. En tout cas, c'est ce qui ressort de ton discours là de suite. Je te propose, avant qu'on conclue, un petit crochet par la rubrique Gollum et la lumière sûre. Gollum, c'est un partenaire du podcast Courir mieux qui propose aux auditeurs de poser une question à mon invité. Et j'ai bien aimé celle-là, je l'ai sélectionnée. Est-ce que ta casquette de médecin du sport influence ta pratique sportive de haut niveau? Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'il y a certaines choses que toi tu fais que tu recommanderais pas à des patients? Et est-ce que c'est possible d'être en bonne santé, de faire du haut niveau? Un peu toute cette sphère de questions. On peut les reprendre un par un si tu veux. La première, c'était, est-ce que ta casquette de médecin, elle influence ta pratique sportive de haut niveau? Est-ce que c'est compatible d'être médecin et de faire du haut niveau? Oui, je pense qu'elle influence de manière à pas trop en faire. Tu vois, de ce côté, quand je t'ai dit, je fais pas beaucoup d'objectifs dans l'année, c'est aussi dans un but de me préserver au niveau de ma santé. Je sais les impacts que ça peut avoir de faire beaucoup de courses, notamment, enfin beaucoup d'ultra, tant au niveau, oui, physique, mais enfin ce qu'on voit pas aussi au niveau hormonal, au niveau forme globale. Et du coup, je suis toujours prudente sur ce côté-là, en me disant, faut pas trop en faire pour pas semer le bazar dans son corps, quoi. Donc pour rester simple dans mes termes, mais voilà, donc je pense que ça influence sur ce côté-là, et ça influence aussi peut-être dans la gestion de
des douleurs. Des fois, j'ai des douleurs, des tensions, mais je sais que c'est normal, en fait. Et parfois, d'autres, c'est des blessures, et enfin, ça se transforme en blessures et en gênes qui peuvent être un peu plus importantes. Et là, je mets vite direct en place imagerie, kiné, enfin j'attends pas en fait, et je pense que ça sur ce côté-là ça débloque des choses beaucoup plus rapidement. Gain. Enfin, tu vas très vite dans le parcours de soins, entre guillemets, là où certains disent j'ai mal au TFL, ça fait mal, celle-là aussi ça fait mal, et en fait au bout de 3 mois je peux plus marcher. Je peux plus marcher, quoi. C'est ça, je peux plus descendre une marche. Voilà, exactement. Je pense que voilà, du coup je déclenche les choses un peu plus rapidement peut-être, parce que des fois je vois des gens, ça fait longtemps, ils ont mal et ils ont rien fait et tout, je me dis oh là là, comment ils font, enfin voilà. Ils ont fait avec cette douleur, mais au fur et à mesure, elle s'est aggravée, et on aurait peut-être pu éviter que ça soit aussi grave à la fin. Donc, bon, je pense que ce côté-là, ça m'aide un peu plus pour la mise en place des choses, d'aller chercher le côté m'entourer d'un préparateur physique, nutrition et tout, même si maintenant, avec la professionnalisation du trail, ça se fait de plus en plus. Il y en a de plus en plus qui sont sérieux dans leur démarche et qui mettent en place un peu tous ces paramètres. Mais voilà, sur ce côté-là, je pense que ça m'apporte... T'es la patiente parfaite. C'est-à-dire que t'es la patiente idéale que tu aimerais recevoir dans le cabinet en disant vous avez mal depuis combien de temps ? Depuis 2 jours, et j'ai déjà rendez-vous avec vous et je vais faire la kiné le plus tôt possible. Ouais, un peu, on peut dire ça. Après, tu vois, quand j'avais encore cette petite gêne au tendon et que je me suis échinée à vouloir absolument aller courir mon marathon d'Écosse au Templier. Après, c'était vraiment la seule fois, parce que je pense qu'il y avait ce côté un peu reprise de grossesse où t'as envie j'avais envie de remontrer, de me reprouver en fait que j'étais de retour, tu vois. Et c'est un peu biaisé parce qu'en général, je suis très conservatrice et s'il y a le moindre truc, je fais hyper gaffe. Quitte à pas prendre le départ et tout, je suis pas... Enfin, voilà. Mais là, je me suis surprise en octobre-novembre à vouloir absolument y aller jusqu'à ce que je me fasse l'entorse. Donc voilà, c'est vrai que je suis quand même assez alerte, du coup. On a le droit quand même de faire 1 ou 2 erreurs de temps en temps. Exactement. C'est quand même autorisé. Je te propose 2-3 questions juste pour conclure. On aurait une petite partie d'échange réservée aux abonnés, mais là, on va conclure l'échange pour tout le monde. Est-ce que tu as un objectif à long terme qui te fait rêver, quelque chose qui te fait rêver dans la pratique, que ce soit une course, un off, ou peu importe ce qui te vient en tête quand je te dis ça ? Refaire un 100 miles. Un en particulier ? J'aimerais bien refaire, je les ai déjà fait, mais l'UTMB, la Diag. Donc ces 2-là. Et puis j'avais toujours ce désir, ce rêve de courir aux États-Unis. Alors je sais pas comment... Faut que je revoie les opportunités, les courses de sélection, notamment pour la Western. Après, notamment pour la Hard Rock, il faut quand même avoir fait un 100 miles normalement l'année d'avant. Donc, ça suppose repasser sur un UTMB ou une Diag. Donc, voilà. Est-ce que tu as un conseil ou un message que tu aimerais que les auditeurs et auditrices de cet épisode retiennent de toi ? Un conseil de bien s'entourer. Entourage proche, familial, mais aussi plus largement un petit staff, quoi. Voilà, un médecin, un kiné. Je pense que c'est important dans nos pratiques où on est de plus en plus... les gens sont de plus en plus à fond dans la course, dans le trail, dans la préparation, dans les entraînements, et du coup, parfois ça manque un peu, c'est un peu bancal, quoi. Ça manque un peu de suivi à côté, et je dirais qu'il faut se faire suivre, quoi. Je me permets juste de compléter ce que tu viens de dire. J'ai l'impression qu'on peut appliquer ce conseil. Enfin, c'est pas pour les élites ce que tu viens de dire. Non, c'est pour tout le monde. C'est vraiment. Tu viens de dire, tu fais 15 heures par semaine, par exemple. Je connais des amateurs qui font plus. Je connais des amateurs qui font autant et qui se disent ouais, bon, j'ai un peu mal, mais je verrai le kiné plus tard. Alors qu'en fait, t'as les mêmes besoins presque qu'un haut niveau, et ça fait partie des choses que tu dois peut-être avoir l'habitude d'essayer de consulter rapidement dans ton quotidien pour pas aller à la catastrophe, quoi. Exactement, ouais. Il y en a c'est pour ça, c'est de plus en plus structuré et tout ça. Même chez les amateurs, il y en a qui s'entraînent énormément, qui font beaucoup de courses. Et en fait, ils ont autant besoin d'attention, de soins que quelqu'un qui en vit ou qui est semi-pro. Et du coup, ça, c'est important. C'est pas réservé à un panel de trailers. Il faut vraiment se faire suivre. Et c'est pas... Des fois, il y en a qui me disent, je viens vous voir, mais j'ai l'impression d'un peu trop m'écouter, ou je viens faire un test d'effort, j'ai eu une petite gêne, mais j'ai l'impression un peu de faire, entre guillemets, ma star. Je le dis parce que je l'ai déjà entendu. Et je dis, mais en fait, pas du tout. Mais c'est normal, il faut vous faire suivre. Et enfin, voilà, une voiture, elle va au garage, on la suit, on fait des révisions. Vous, c'est pareil, quoi. Super. Dernière question de Margot, qui participe à la réalisation de ces épisodes de Courir mieux depuis longtemps, mais dans l'ombre. Elle te demande, qu'est-ce qui fait de toi l'athlète que tu es aujourd'hui ?
Vous avez 4 heures. Question un peu philosophique de l'épisode après les datas du volume et de l'intensité. Je pense que c'est un peu tout. C'est ma vie globalement entre ma profession, mon sport, ma famille. En fait, globalement, je pense que c'est ce qui... Je suis pas sûre. Est-ce que j'aurais été plus performante sans mon métier ? Enfin, c'est toujours des questions que je me suis un peu posées, ou si on retirait un des paramètres, où j'aurais pu m'entraîner plus ou récupérer mieux, est-ce que ça aurait fait de moi la même athlète ? J'en suis pas certaine. Et du coup, aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui me caractérise, c'est ce qui fait que je suis Marion Delépierre, c'est qu'il y a ce côté trail, performance, mais il y a aussi ma profession qui est pleinement ancrée. Donc, je pense que c'est... Ok, on va aborder un petit peu plus en détail ça dans la partie Patreon. Mais déjà, pour toutes ces réponses à mes questions, je te remercie énormément, Marion. Merci à toi d'être venue à moi. Avec plaisir. Voilà, c'est tout pour cette interview de Marion Delépierre. Tout d'abord, je remercie Fort Endurance, partenaire nutrition de la saison 2 du podcast Courir Mieux. Fort Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques de qualité, dont plusieurs gammes sont composées en respectant les recommandations de la littérature, avec des choix autant pour les entraînements que pour les longues performances. Parmi les produits que j'apprécie, je vous invite cette semaine à découvrir la boisson Energy Unit Drink 45 goût neutre. C'est une boisson sans arôme, donc utile quand on se lasse des goûts, mais qu'on a toujours besoin de carburant. Elle propose 45 grammes de glucides par dose, avec un ratio maltodextrine-fructose de 1,08 et 460 mg de sodium par dose également, pour compenser les pertes liées à la transpiration. Pour découvrir cette boisson, je vous invite à utiliser le lien qui est présent en description de l'épisode. Je remercie également les 3 autres partenaires de cette saison 2, à savoir Gollum, Suunto et Wise. En description, vous trouverez des codes promo pour la plupart d'entre eux, donc n'hésitez pas à les utiliser pour vos prochaines commandes. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez rejoindre le Patreon de Courir Mieux pour par exemple avoir accès à mon échange exclusif avec Marion, où on parle entre autres de la santé et de l'ultra trail et de comment elle fait pour prévenir la sienne tout en se préparant à des objectifs colossaux qui aujourd'hui la font rêver. Tous les contenus exclusifs sont disponibles avec un abonnement à 7 € par mois et 6 € par mois avec un abonnement annuel. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode hors série où je reviendrai sur mon échappée belle 2025, un défi qui me faisait envie depuis longtemps, mon premier 100 km, et que j'ai enfin réussi à relever un an après mon abandon sur son édition 2024. À très bientôt pour un nouvel épisode.